Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, votre invité, c'est Stéphane Rény, directeur RSE chez ALD. Bonjour. Bonjour. ALD, leader mondial de la location longue durée de véhicules, numéro 1, si je ne m'abuse, en Europe. Tout à fait. Et de plus en plus, c'est votre ambition, acteur de solutions de mobilité durable. Vous pouvez expliquer d'ailleurs ce que ça veut dire, ça, parce qu'on vous connaît donc flotte de... Expliquez-nous pas votre métier en quelques mots quand même déjà. Notre métier historique consiste à gérer les flottes automobiles pour le compte de clients B2B, donc de clients entreprises, sous forme de leasing essentiellement. Hein. C'est notre produit de location longue durée en français. Donc ça combine le financement du véhicule et la fourniture. Voilà, exactement. Donc un bouquet de services qui est assemblé et qui prend la forme d'un loyer mensuel, flat sur une période de 36-48 mois. Ouais. J'aime bien le mot, c'est le métier historique. Oui, parce que c'est plus le seul. Les lignes sont en train de bouger et en fait, on est en train d'étendre notre champ d'activité dans plusieurs directions. D'une part, cet ancrage sur le client corporate est en train d'être complété par une percée sur la clientèle du particulier. On voit bien qu'il y a une véritable attente sociétale pour des produits de location longue durée aujourd'hui, y compris et maintenant du particulier. C'est évidemment... Mais qui est en frontal pour le coup avec les constructeurs, avec les banques Alors, les constructeurs sont plutôt sur le territoire de la location avec option d'achat, qui est un produit un petit peu différent quand même. La location longue durée, il y a une composante servicielle qui est beaucoup plus importante. Et puis surtout, c'est ALD qui garde la propriété du véhicule jusqu'au terme du contrat, qui reprend ensuite le véhicule et qui soit le revend, soit le reloue pour un deuxième usage. Donc on est sur des modèles un tout petit peu différents de ce que proposent les constructeurs traditionnellement. Mais évidemment, il y a de la porosité entre les deux. Et sur la mobilité, pour le coup ? Alors, sur la mobilité durable... oui, durable, pardon. Oui, parce que notre métier, c'est effectivement de faciliter la mobilité des collaborateurs qui utilisent, et je pense que c'est important de le préciser, les véhicules pour... deux cas d'usage principaux. Il y a des usages professionnels, donc des véhicules qui sont utilisés chaque jour par des techniciens ou des commerciaux, schématiquement, et des véhicules qui sont destinés à figurer dans un package de rémunération. En fait, on a des véhicules de fonction qui sont essentiellement utilisés pour des trajets domicile-travail et des trajets perso. Et dans ce contexte-là, la mobilité durable, ça veut dire quoi ? Essentiellement deux choses en fait pour nous. Premièrement, travailler sur les véhicules en eux-mêmes et le profil de ces véhicules en termes d'émissions, que ce soit des émissions de CO2 ou des émissions de polluants. Et là, le combat de tous les combats, c'est l'électrification actuellement, c'est-à-dire faire en sorte d'accompagner nos clients. Dans l'électrification de votre parc. Bien avancé. Aujourd'hui, si vous regardez les nouveaux contrats mis à la route en 2021, on avait 27% des véhicules mis à la route, des nouveaux contrats signés avec les clients qui étaient des véhicules électriques. Et il y a 5 ans, on était à... Et à 5 ans, on était à environ 5%, exactement. Et l'objectif, c'est L'objectif, alors, on s'était fixé dans le cadre du plan 2025 d'ALD, qui a été élaboré début 2020, un objectif qui, à l'époque, nous semblait ambitieux, d'atteindre 30% à l'horizon 2025. Ouais. Et on y est arrivé quasiment 4 ans avant. Le marché s'est considérablement accéléré. En fait, je pense que c'est la combinaison d'un élan qui vient de pression externe, que ce soit la réglementation, les attentes de nos clients également, mais aussi d'un certain nombre de travaux qu'on a pu faire en interne sur une offre électrique qui, par exemple, permet aux clients d'avoir accès à non seulement le leasing d'un véhicule, mais également la problématique de la recharge, sur lesquelles on les accompagne aussi en fournissant des solutions. Et donc évidemment... vous estimez avoir accéléré, vous pourriez aller encore plus vite, notamment en termes d'émissions de CO2, encore une fois, baisse de 40% des émissions de CO2 comme objectif. On peut toujours aller plus vite. Parce qu'à cause des composants qui manquent. Il faut être extrêmement modeste. Je pense qu'on est effectivement tous sur un chemin, que ce soit nos clients ou nous-mêmes. Ce chemin est déjà bien engagé. Je pense que c'est la première grande et bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, la thématique de l'électrification, elle parle à tout le monde. Tout le monde la regarde et la documente de manière extrêmement chiffrée et d'une manière qui est de plus en plus mature.
Est-ce qu'on pourrait faire plus et mieux? Bien évidemment, il y a encore énormément de choses à faire pour simplifier le parcours des clients, notamment sur la problématique de la recharge. Il y a beaucoup de choses à faire aussi auprès de clientèle de type les PME, qui sont peut-être un peu moins engagées structurellement aujourd'hui dans l'électrification que les grands groupes, pour des problématiques de disponibilité de ressources, et aussi parce que les grands groupes, elles ont souvent des trajectoires carbone formalisées et des engagements climat. Et souvent, le poste de mobilité, c'est un poste assez significatif en fait de leurs émissions, et donc elles ont pour obligation de travailler à la réduction de ces émissions. Et d'ailleurs, on les accompagne sur l'élaboration de trajectoires de réduction précisément. Vous affirmez votre engagement, Stéphane Reyni, à être responsable. Comment? Alors j'ai lu l'assertion, en plaçant l'humain et la responsabilité sociétale d'entreprise au cœur de toutes ces activités. Concrètement, ça veut dire quoi au-delà des... Pour pas que ça reste de bonnes intentions, comment ça se décline, ça se matérialise au quotidien? Ça se décline sur l'ensemble des composantes de l'activité. Je vais vous citer deux exemples. ALD ne fabrique rien, on est un assembleur de services finalement. Et la manière dont on va injecter des considérations RSE ou ESG dans nos relations avec nos parties prenantes externes, et en premier lieu les fournisseurs, est un premier moyen de rendre tout ça concret. Concrètement, dans tous les appels d'offres que l'on lance aujourd'hui, on introduit des critères RSE dans la stratégie de référencement. Ces critères pèsent un poids assez significatif dans la décision finale, et ça c'est un moyen de rendre très concret cet engagement, par exemple. Sur le volet social et humain, Pardon que je vous coupe, qui vous a conduit à refuser de travailler avec tel ou tel fournisseur? Alors, il y a deux éléments. Il y a des politiques d'exclusion si effectivement le fournisseur ne présente pas les caractéristiques adéquates, donc ne présente pas le minimum attendu, par exemple en termes de notation, ou s'il est impliqué dans des controverses environnementales et sociales. Et après, on est plutôt dans une logique de pondérer la décision finale. Et donc, effectivement, un fournisseur particulièrement vertueux sur la partie environnementale et sociale va voir son score augmenter, et donc a plus de chances de décrocher des contrats ou une part de marché supérieure dans les contrats qu'on attribue. Cette baisse il y a 4 objectifs durables en RSE pour 2025. On est à mi-parcours. Cette baisse de 40% des émissions de CO2, elle concerne l'ensemble de votre flotte. Oui, on est d'accord. Absolument. Bon. Avec 35% de femmes au sein de la direction, sinon on en est où aujourd'hui? Puisqu'on a mi-parcours, c'est intéressant d'ailleurs. Par rapport cette baisse de 40% des émissions, c'est 35% de femmes. À mi-parcours, on fait quel ça, on est déjà bien avancé, puisque c'est le deuxième indicateur après celui de l'électrification sur lequel on a quasiment atteint à fin 2021 la cible qu'on s'était fixée sur 2025. On était à 35%. Pourquoi ne pas se fixer de nouveaux objectifs dans ce cas? Ce sera à l'ordre du jour dans les prochains mois. Vous savez qu'on est engagé dans une trajectoire d'acquisition de notre concurrent principal, qui est LeasePlan. Et dans le cadre de l'élaboration de la stratégie du nouvel ensemble, une fois la transaction validée et finalisée, eh bien, ce genre de questions va se poser. Et encore une fois, je ne pense pas préempter l'avenir en disant que les problématiques ESG sont vraiment au cœur de la stratégie du nouvel ensemble, et ce sera l'occasion de réviser certaines de ces cibles à la hausse précisément. Et d'accélérer. Merci beaucoup Stéphane Reyni, donc directeur RSE chez ALD. Alors, est-ce qu'il faut en avoir ou pas en portefeuille? On se pose la question à chaque fois, donc ça vaut le coup. Réponse maintenant. Et c'est donc l'œil du gérant avec vous, Olivier Baduel. Bonjour. Bonjour. Vous en avez en portefeuille. Qu'est-ce qui vous a attiré? Pourquoi vous êtes actionnaire? Oui, on en a en portefeuille, et puis on aime bien parce qu'en fait, c'est une véritable pépite, mais c'est une pépite qui est assez méconnue. C'est une pépite pour différentes raisons. La première, c'est que c'est une entreprise qui est finalement le numéro 2 mondial, et donc on aime bien les leaders dans les portefeuilles en général, parce que ça a des avantages d'être leader, et puis en plus ils ont des projets de développement. La deuxième raison, c'est au-delà de sa position de leadership, ça ne veut pas dire qu'on est forcément très rentable quand on est leader, mais enfin c'est plus favorable. C'est une société qui a un rendement sur les fonds propres de 15%, ce qui est quand même tout à fait considérable. Et puis la troisième raison, c'est que ça ne gâche rien. C'est une société qui en fait a un payout, donc un dividende qui est payé aux actionnaires en fonction des résultats de l'ordre de 60 à 65%, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est une société qui est très généreuse et qui fait un rendement de 9%.
Donc, on l'a évoqué rapidement avec Stéphane Redny, il y a ce rachat de LeasePlan. Qu'est-ce que ça peut changer, encore une fois, d'un point de vue extra-financier notamment? Alors d'un point de vue extra-financier, je pense que ce sera l'occasion de peut-être corriger une des seules petites faiblesses dans leur politique RSE. En fait, c'est que c'est une société qui aujourd'hui est très dépendante d'un actionnaire principal qui est Société Générale. C'est pour ça que je reviens peut-être à la première partie sur le fait méconnu. C'est qu'en fait, c'est une société qui aujourd'hui, même si elle est leader, côté en bourse. Côté en bourse, c'est une capitalisation boursière qui est plutôt moyenne, hein, c'est 4 milliards, donc c'est plutôt une mid-cap. Et comme elle est détenue à 80% par la Société Générale, en fait, le flottant n'est que de 800 millions, 20% de 4 milliards. Donc sur la partie rachat de LeasePlan, ça va permettre à la société quasiment de doubler de taille, doubler en termes de capitalisation boursière, doubler également en termes de flottant. Et puis pour répondre directement à la question sur la partie RSE, effectivement, ça sera l'occasion certainement d'ouvrir le conseil d'administration qui aujourd'hui est équilibré entre des personnes dépendantes et des personnes indépendantes, et donc d'avoir une majorité d'indépendance qui est pour la politique RSE véritablement un avantage supplémentaire. Puisqu'on parle de RSE justement, au-delà des critères financiers, sur l'extra-financier, qu'est-ce qu'on pense des engagements qui ont été pris, des promesses tenues ou pas? Alors, les promesses et les engagements ont été largement tenus pour l'instant. Je pense même qu'ils vont pouvoir être améliorés, puisqu'ils ont des objectifs qui paraissaient peut-être ambitieux en 2020, de 30% de pénétration du véhicule électrique en 2025, de 60% en 2030. Mais effectivement, sur les derniers 12 mois, ils sont à 27% dans un marché qui est à 20%. Donc en fait, c'est une société qui est moteur dans l'électrification, qui est moteur pour permettre à ses clients, donc les grandes entreprises, d'aller vers cette consommation plus durable, sur la mobilité durable. Et encore une fois, c'est des objectifs qui sont aujourd'hui, je pense, pas suffisamment ambitieux vu la vitesse de développement. Ce qu'il faut noter quand même, c'est que par rapport aux 27%, ça se compare à un marché qui est à 20%. Donc ça veut dire qu'ils sont mieux disants que l'ensemble du marché. Donc même s'ils vont pouvoir augmenter encore ces objectifs. Ça, c'est pour la partie E, c'est la partie E d'environnement. Sur le reste, sur le social, la gouvernance. Sur le social, ils sont aujourd'hui très très bien notés. L'enjeu dans une fusion, ça va être de bien traiter ceux qui arrivent. Donc ça, c'est à voir. Et sur la partie gouvernance, je l'ai évoqué, c'était sur le conseil d'administration qui va être certainement plus indépendant, puisqu'il va s'ouvrir à d'autres personnes. En tout cas, c'est souhaitable. Bon, et dernier point, parce qu'on parle beaucoup, LD, c'est du B2B, c'est les flottes de voitures d'entreprise. Un petit mot des particuliers. Alors justement, sur les particuliers, ils sont très peu présents aujourd'hui. Essentiellement, on sent une volonté peut-être d'y aller un peu plus. Et puis aujourd'hui, en fait, les particuliers, ils les abordent en revendant les voitures au bout des 4 ou 5 ans de location qui sont faites aux entreprises. Et en revendant, c'est donner des véhicules d'occasion dans un marché qui en manque. Donc c'est plutôt une bonne chose. Mais par contre, ils sont en train de développer quelque chose qui est particulièrement intéressant, c'est la location de ces véhicules. Donc en fait, c'est des secondes mains, mais ce qui veut dire qu'il y aura des locations à des coûts très abordables, puisque aujourd'hui, on sait que l'un des problèmes, c'est le prix des véhicules électriques. Et donc, en remettant à la location, après les 4 ou 5 ans de temps de location pour les grandes entreprises auprès des particuliers, on peut imaginer que ça va être un des acteurs qui permettra, je ne sais pas si ce sera d'atteindre les 100 € par véhicule, mais certainement d'avoir un prix tout à fait acceptable. Et donc, du point de vue affordability, ça sera quelque chose de sûrement très positif. Allez, merci. Point de vue signé, Olivier Badiol, responsable de la gestion Action Europe chez Ophi. Merci à vous. Merci. Ça vaut le coup. On revient évidemment la semaine prochaine sur Boursorama.